Le bonjour, bien dans cette suite de vidéos consacrée aux distributions GNU Linux. Et bien le moment est arrivé, nous allons mettre en application ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons installer le programme de virtualisation VirtualBox. Dessus, nous allons créer une machine virtuelle de type Debian avec un bureau de type XFCE. Quels sont les outils qu'il vous faut? Eh bien d'abord, il vous faut la machine qui permettra de virtualiser. J'ai nommé VirtualBox. Donc vous allez dans le HTTPS via Internet, vous récupérez virtualbox.org, voici l'adresse, et vous téléchargez ici le programme, donc actuellement en 5.1, et en fonction de votre OS, donc soit en Windows, soit en S10, donc macOS, eh bien vous allez télécharger l'exécutable. Donc ici sur Windows, qui est probable, vous aurez à télécharger à l'heure actuelle, à l'instant T aujourd'hui, VirtualBox en 5.1.22 www.exe. Et vous l'installez classiquement comme vous installez vos logiciels sous Windows. En gros, vous faites OK, 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 OK jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc il faut cette premier outil. Donc je vais annuler parce que moi je l'ai déjà moi. Ensuite, n'oubliez pas de télécharger également le Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Cet outil-là, on va l'installer après dans VirtualBox qui va nous permettre d'avoir le support pour l'USB 2 et l'USB 3 si vous voulez par exemple mettre un disque dur sur votre machine réelle et qu'il soit accessible dans votre machine virtuelle. D'accord? Donc vous téléchargez ici et là vous le téléchargez tel quel. D'accord? Donc il vous faudra la machine, le programme proprement dit en .exe et n'oubliez pas de télécharger également l'extend pack. Voilà, donc vous avez ici après les deux programmes. Maintenant il vous faut une distribution Linux. D'accord? Alors, je vous avais dit qu'on allait prendre une Debian. Donc du coup, je me rends sur le site de la Debian. Donc je tape debian.org. J'arrive sur cette page. À l'heure d'aujourd'hui, donc à l'heure du 24 mai, mercredi 24 mai, la version stable actuelle donc c'est la version 8, et elle est en version 0.8. Donc c'est la 8e mise à jour de la version 8. D'accord? Cette version, dans quelques mois, va laisser la place à la version 9. D'accord? Bien. Donc j'avais le choix. Soit j'installais une vieille version type 8.8, ou bien j'installais une version, pour l'instant encore en test, mais qui sera, disons, début août, fin septembre, à mon avis, la prochaine version stable. Eh bien, je vais vous montrer sur une version testing, car il est probable que lorsque vous allez installer un tel système, elle soit déjà en état stable. D'accord? Donc je vais récupérer un ISO, une image ISO, d'accord, d'une telle distribution. Comment faire? Donc là, vous suivez les indications. Tout d'abord, vous allez dans Image ISO de CD USB. Vous cliquez dessus. D'accord? Ensuite, il y a plusieurs choses. On peut télécharger une image ici, ou bien acheter le CD, si vous voulez. On peut aussi télécharger des bittorrents, d'accord, ici. Donc ce qu'on va faire, on va le prendre par HTTP. Donc on clique ici. Et là, j'ai le choix. Soit j'installe une image dite stable, donc à l'heure d'aujourd'hui, au 24 mai, c'est la version Jessie 8, d'accord, version 8, qui est nommée Jessie, en 8.8, donc c'est la 8e release de la version 8, d'accord. Mais il est probable que lorsque vous allez voir ces vidéos pour les projets tutorés de deuxième année, vous serez déjà en version stable par rapport à la version 9. Donc la version 9, elle est en testing, enfin elle est en gel, d'accord. En gros, les logiciels ne vont plus bouger énormément et sont, pour l'instant, les développeurs en train de faire la chasse aux bugs et aux failles de sécurité. Donc là, volontairement, vous ne le ferez pas quand vous prendrez la version stable, vous. Volontairement, moi, je vais récupérer une version testing. Donc je clique ici sur testing. Je descends, et il vous propose sur quel système vous êtes. Est-ce que vous êtes sur du ARM, du i386, du MIPS, de la M64, de ARM64? Donc je suis sur une machine, d'accord, qui possède une structure 64 bits de type Intel ou AMD. D'accord? Donc je vais ici sur AMD 64. Si on devait l'installer sur le Raspberry Pi, on aurait choisi un type ARM, donc ARM, de type 64 bits pour le Raspberry Pi 3, ou pas, parce qu'ici ARM, je suppose que c'est le bon. Bon bref, nous on va choper ici AMD 64. D'accord. Quel type vous voulez? Vous voulez un ISO type CD, un ISO type DVD ou autre? On va installer XFCE. À mon humble avis, un petit CD suffira largement. Donc vous allez dans ISO CD. D'accord? Donc vous descendez encore un petit peu. Et voici ce qu'il vous propose. Donc soit vous téléchargez
l'image par une net install. Donc en gros, vous allez télécharger uniquement 290 mégas, mais les logiciels ils seront récupérés vers Internet. D'accord? Donc là, ça dépend de votre connexion Internet. Soit vous avez une connexion Internet à haut débit, pourquoi ne pas installer via le net install? Donc en gros, vous récupérez 290 mégas d'origine, et ensuite, le logiciel ira récupérer le reste des logiciels à partir de votre réseau. Ou bien vous installez une image minimum, donc on récupère la Debian Testing, et vous aurez la Debian Stretch, AMD 64, donc j'ai une machine 64 bits avec un bureau de type XFCE et je récupère uniquement le CD numéro 1 et j'ai à télécharger 631 mégas. D'accord? Donc c'est ça. En gros, en fonction de votre connexion internet, soit vous téléchargez une version, disons, net install, vous aurez moins à télécharger d'ISO, mais vous aurez plus au niveau logiciel, soit vous récupérez une grosse image ISO, 630 mégas, mais vous n'aurez moins à télécharger après de logiciel, il y aura juste des mises à jour à faire. Donc vous récupérez cette image-ci, donc c'est une image ISO. Donc vous, à l'heure où vous y écouterez ces vidéos, il est probable que vous auriez une Debian, Stretch, AMD 64, parce qu'aujourd'hui tous les PC sont AMD 64, hein, il est probable que vous n'avez pas du X386. Donc je répète, Debian, Stretch, c'est le nom de la version numéro 9, AMD 64 avec un bureau XFCE et il faut absolument que vous ayez le CD1 et qu'il y ait à la fin ISO. Donc ceci, vous le téléchargez. Résumons les amis, il me faut Oracle, VirtualBox. Je n'oublie pas ici le Virtual Extend Pack pour avoir le support des USB 2 et USB 3. Deux choses. Ensuite, il me faut une image Debian. Une image Debian ici volontairement sous forme d'un testing, mais vous aurez une version stable. On récupère le bureau XFCE, d'accord, et on prend l'image ISO, par exemple d'ISO 1. Voilà. Et bien maintenant, quand vous avez téléchargé ces trois fichiers, on va créer maintenant une image virtuelle. Donc j'ouvre ma machine Oracle. Alors vous, quand vous allez lancer la première fois Oracle VirtualBox, vous n'aurez pas de machine virtuelle, vous n'aurez pas ces choses-là. D'accord? Alors où faut-il installer le pack qu'on a récupéré? Vous allez dans Fichier, ici, vous allez dans Paramètres, ici, vous allez dans Extensions, et là vous lui spécifiez ici via la petite icône, vous lui dites d'aller récupérer le fichier qui s'appelle Oracle VM VirtualBox Extend Pack. Vous cliquez ici, vous allez récupérer le fichier, vous lisez ou pas la licence et il fera installer. Il va l'installer. D'accord? Donc je reprends, pour que ça soit bien clair. La première fois que vous lancez la machine virtuelle, il n'y a pas de machine autre. Il faut d'abord installer le service pack là pour avoir les USB 2 et USB 3 en mise en œuvre. Donc vous allez dans Fichier, ensuite vous allez dans Paramètres, puis vous allez dans Extensions, d'accord? Et vous allez prendre ici la petite icône pour aller chercher le fichier que vous allez télécharger qui s'appelle Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Vous dites, voilà, je dis la mention légale, je suis d'accord, je fais installer et va l'installer. D'accord. Nous allons maintenant créer une machine virtuelle qui contiendra cette Debian 9 en XFCE. Donc je fais nouvelle machine. Il faut lui donner un nom. On va l'appeler Debian, pour savoir que c'est une Debian 9-XFCE. Voilà, tout simplement. C'est une Linux, évidemment, et comme j'écris ici Debian, eh bien, le logiciel a bien reconnu que c'était une Debian. Donc là, je peux avoir une Debian, vous voyez tout ce que je peux avoir. Donc je fais une Debian 32 bits ou 64 bits. Aujourd'hui, il est probable et même sûr que vous ayez un PC 64 bits. D'accord? Les 32 bits, c'est pour les PC de l'époque. Donc voilà, on crée, on fait suivant. Alors, quelle est la taille mémoire que vous allez allouer à votre machine virtuelle? D'accord? Alors moi, j'ai par habitude de mettre au moins 2 Go. Surtout XFCE, ça sera largement suffisant. Le Raspberry Pi, il a 1 Go de RAM, donc on aurait pu laisser 1 Go de RAM, mais là, pour être tranquille, pour pas être embêté avec ça, on va mettre ici 2048, donc 2 Go de RAM, on fait suivant. Ensuite, quel type de disque dur allez-vous créer? Est-ce que vous allez créer un disque dur maintenant ou pas? Ah bah oui, on va le créer maintenant, on fait créer. Alors, je vous invite à prendre par défaut, de prendre un VDI, donc c'est l'image disque de VirtualBox, et il va le nommer comme ça, donc prenez-le, c'est très bien, faites suivant. Est-ce que vous voulez qu'il ait une taille fixe, d'accord, ou est-ce que vous voulez qu'il soit alloué dynamiquement? Évidemment, il faut qu'on soit alloué dynamiquement. Il va augmenter de façon dynamique. Donc vous cliquez dans dynamiquement alloué, mais il est par défaut le choix. Faites dans suivant. Alors, quelle est la taille de votre disque dur? D'accord?
Attention, la taille que vous donnez là, ce sera la taille maximum. D'accord? Votre disque dur ne fera pas la taille stipulée actuellement. Ce sera la taille maximum. Alors pour être bien, allez, il faut au moins donner au-delà de 20 Go pour être bien. D'accord? Avec 20 Go, voilà, c'est suffisamment élevé pour mettre des logiciels qui vont bien. Moi, par habitude, bon, je suis vieux, donc je prends des habitudes, hein, je mets 80 Go. Même s'il n'y aura pas 80 Go à utiliser, mais voilà, 80 Go, j'ai un disque dur de 1 Tera, je n'ai pas de souci avec ça, je fais créer. Mais vous mettez la taille qui va bien. Je vous dis au-dessus de 20 Go. Au-dessus de 20 Go. Faites créer. Voilà, et il nous reste à résumer la chose. Maintenant, il faut paramétrer les choses. C'est-à-dire, vous allez en configuration. Alors, on peut prendre les items les unes derrière les autres. Moi, en général, je fais configuration ici. Et je vais ouvrir les items les uns derrière les autres. Donc, dans le général, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom de la machine, type, c'est bon, avancé. Théoriquement, vous n'avez rien à changer. Description, si vous voulez mettre une description. Chiffrement, on ne va pas chiffrer le disque dur, d'accord? On est sur une machine virtuelle. Système, est-ce que vous avez une disquette? Moi, je n'ai pas de disquette, donc je ne vais pas commencer à amorcer. Donc là, c'est les ordres d'amorçage. Quand vous allez lancer le système, on peut mettre un système dans une disquette, il va booter dans le système disquette, ou bien dans un disque dur, il va booter sur le système optique, ou sur le disque dur. Donc là, on pourrait éviter la disquette, moi je n'ai pas de disquette. Par contre, on va l'obliger à booter en premier sur l'optique. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Donc on va lui demander, boot d'abord sur le CD-ROM virtuel, et ensuite tu iras dans le disque dur. Donc on a stipulé ici 2048 mégas. Le processeur. Moi également, par habitude, je lui mets 2 processeurs. D'accord? Donc si vous avez plus de processeurs, vous en mettez plus. Mais on a une machine, on va installer XSE qui est vraiment léger. 2 processeurs, ça ira très très bien. L'accélération, vous l'activez. D'accord? Donc la carte mère, je suis sur un BIOS. Donc là, je n'active pas l'UEFI. On va laisser tel que ça est. On va juste enlever disquette ici. On va laisser optique en 1, très important, et disque dur en 2. D'accord? Comme le choix est demandé ici. Dans l'affichage, on va lui mettre un peu de mémoire. Allez, on va lui mettre 128. Allez, soyons fous. On va lui mettre 128. On n'active pas les 3D. On n'active pas l'accélération 2D. D'accord? On laisse tel quel. Le stockage. Voilà, là c'est intéressant. Donc je vais maintenant rentrer virtuellement un CD-ROM. D'accord? Donc je vais prendre ici une petite icône vide. Ici. Et je vais ici stipuler, donc je vais insérer de façon virtuelle mon image ISO. Donc je viens ici et je vais récupérer le fichier. Donc je vais prendre choisir un fichier. Dans ce que j'ai téléchargé, donc elle s'appelait Debian Testing. Vous, elle s'appellera Debian Stretch AMD64 XFCE. Donc je clique ici et j'attends bien un fichier ISO. Je fais ouvrir et tout de suite, il vient de placer un CD, un DVD ou un CD, peu importe, un lecteur optique, disons, de façon virtuelle. Et ici, je dispose d'un contrôleur SATA, donc mon disque dur sera géré de façon via un contrôleur SATA. Bon, là, CD, on n'a pas besoin. Voilà, on fait le son ensuite. On va mettre un tel HD. Le réseau, très important, très important. Actuellement, votre machine virtuelle n'aura pas de réseau. N'aura pas de réseau. Alors, un petit truc, quand vous allez l'installer, je vous invite, si c'est possible, chez vous, de vous câbler votre box à partir du filaire. Ne pas faire par le Wi-Fi, d'accord? Déjà, vous irez plus vite, et ça vous évitera des coupures de réseau lors de l'installation. Ça peut être un peu embêtant. Donc, si vous avez l'opportunité, câblez votre box à votre ordinateur de façon via un RJ45. Donc ici, on va, via le réseau, on va faire par pont. Donc, on va faire un accès par pont. Vous le stipulez ici, le réseau. Donc si les filaires c'est celui-ci, si c'est le Wi-Fi c'est l'autre. D'accord? Donc là c'est filaire, je laisse celui-ci. Les ports série, j'en ai pas. Les ports USB pour l'instant, on pourrait, mais là on peut le faire après. D'accord? Donc là je n'active aucun, je ne mets pas ici. Vous voyez, si je branche un lecteur externe USB, je vais les avoir apparaître ici. Et du coup je cliquerai dessus, je mettrai plus. Mais là je ne l'ai pas fait. D'accord? Je fais OK. Voilà, ma machine virtuelle est prête à démarrer. D'accord? Et bien maintenant, voilà, démarrer. Donc tout se met en place et voilà. Donc premier écran, voilà ce qu'on arrive. Alors je vais mettre un petit peu plus grand. Eh bien, il vous propose d'installer la Debian sous forme de... Est-ce que vous voulez qu'on ait une installation graphique ou une installation en ligne de code, en texte brut? Bon, on est quand même en 2017. Il serait souhaitable d'avoir des outils modernes. On va faire une installation graphique. Donc faites install graphique. Voilà. Donc les choses se mettent en place. Il vous dit, voilà, vous parlez quelle langue? Est-ce que vous voulez qu'on parle anglais dans toute l'installation ou vous voulez qu'on mette une langue adéquate? Bon, moi, je parle un petit peu français, je vais faire le français.
Mais évidemment, vous pouvez laisser la langue qui vous est propre. Ensuite, je pense qu'à un moment donné, on va être obligé de configurer des claviers, AZERTY, QWERTY, etc. Donc il a besoin de savoir la locale. Est-ce que la locale c'est français? Est-ce que c'est français Belgique, français Canada, français Luxembourg, français Suisse ou autre? Bah nous on est France. Je fais OK. Alors, la configuration du clavier. Devant vous, vous avez un clavier de type français, de type finnois, éthiopien. Non, moi j'ai un écran, j'ai un clavier de type français. Donc je fais touche entrée ou bien je fais ici à la souris continuer, bien sûr. Voilà. Donc là, il est en train de monter le disque dur, enfin le CD sur la mémoire. Donc il monte les partitions, enfin il monte tout ce qui va bien là. Voilà, il met en mémoire tout ce qu'il a besoin pour ensuite faire le travail. Voilà, il détecte le réseau. Donc là, pour l'instant, oui, je n'ai rien fait d'autre que de dire la langue fait OK. Alors maintenant, il faut mettre un nom. Il faut mettre un nom. Donc la machine, il faut lui donner un nom. On peut l'appeler Debian, c'est pas mal ça. Debian. Et pour se souvenir que c'est une XFCE, XFCE. D'accord? Entrée. Alors, est-ce que vous avez un nom de domaine? Non, moi je n'ai pas de nom de domaine. Donc vous laissez vide, vous faites entrer. Donc là, il va configurer le réseau. Voilà. Et maintenant, il y a deux choses. Dans une machine GNU Linux, il y a toujours un compte-route, en général. Donc le compte-route, c'est le superviseur, c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui a le droit de casser votre machine. D'accord? Il peut tout faire. Mais ce compte-route, il a des accès, il faudra un mot de passe. D'accord? Il dit, si vous ne mettez pas de mot de passe pour le compte-route, d'accord? Il va attribuer à la personne qu'on va créer après, donc le compte qu'on va créer après, des droits un peu spéciaux qu'on appellera des droits type sudo. D'accord? On va déléguer des droits à la personne qu'on va créer ensuite. Donc ce qu'on va faire, volontairement, on ne va pas créer de compte route pour l'instant. On va laisser la personne suivante, donc on va créer après un compte, vous allez voir, on va lui donner les droits sudo. D'accord? Donc on fait, là vous mettez rien, vous faites continuer. Bien. Et là on va créer un compte utilisateur. Donc vous créez votre propre compte. Donc le compte, j'appelle à Monsieur Tuc. Donc nom complet d'une utilisateur, j'appelle Tuc. Vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. Vous faites continuer. Est-ce que vous voulez qu'on change le nom qu'il apparaît? Non, le nom il apparaîtra quand on fera un login. Il apparaîtra à Tuc. Donc je peux dire Tuc machin Dupont truc muche et le compte sera ouvert login par Tuc. Donc là je laisse Tuc. C'est très bien. Alors maintenant il faut un mot de passe. Là par contre il faut un mot de passe. Il faut absolument un mot de passe. Donc je vous laisse mettre votre mot de passe. Donc voilà, et on peut ici, mais je ne vais pas le faire, on peut afficher le mot de passe si vous avez peur de vous tromper. Donc ici, on confirme le mot de passe à nouveau. Donc j'ai mis deux mots de passe qui sont identiquement les mêmes. Continuer. Donc là, dans une machine virtuelle, je n'ai pas mis un mot de passe fort, hein, j'ai mis 3 caractères. Vous devinez lesquels. Voilà, donc là, il est en train de configurer des choses. Vous le laissez faire. Voilà, il configure l'horloge. Donc en gros, il va récupérer sur Internet un serveur pour configurer les horloges. Tout va bien, on le laisse faire. Alors dans la vidéo, je pense que je vais faire, soit je ferai des coupés dans la vidéo, soit je ferai de l'accéléré pour éviter que les gens restent des heures devant des écrans comme ça qui n'ont pas trop d'intérêt. Donc ne soyez pas surpris dans la vidéo d'avoir des coupures ou des accélérations pour certains passages. Donc là, il continue à configurer l'horloge. Voilà, il configure. Bah, configure, mon petit gars. Récupération de l'heure depuis un serveur de temps. En gros, là, il est en train de chercher un serveur NTP pour configurer l'heure. Donc, ça peut prendre un certain temps en fonction du réseau. Bref. Donc là, il détecte les disques. Donc là, voilà. Il regarde quels sont les disques qu'il a à sa disposition. Voilà. Et maintenant, on va installer la distribution. Alors, il vous demande, j'ai trouvé un disque. Est-ce que vous voulez que j'utilise tout le disque? D'accord? Donc imaginez que vous avez un disque dur, et sur ce disque dur, il y a Windows. Debian, on va pas prendre tout le disque dur, parce qu'il y aura une partie qui sera pour Monsieur Windows, et une autre partie qui sera pour Monsieur Debian. Donc là, Debian vous dit, voilà, est-ce que j'utilise tout un disque dur, ou pas? Alors nous, on n'a pas le choix, on a un seul disque dur, il n'y a que lui qui sera. Donc on fait utiliser un disque entier. Mais attention, si vous êtes en train d'installer une Debian sur un disque réel, avec des systèmes d'exploitation déjà en place, il faudra pas prendre cette option-là, d'accord? Il faudra prendre l'option manuelle et dire dans quelle partie il faudra installer. Mais nous, on n'a pas ce problème-là, on fait entrer.
Bien, donc il a détecté un disque dur de 85,9 Go. Bah, c'est parfait. Donc, est-ce que c'est en gros, est-ce que c'est ce disque-là que je vais utiliser? Évidemment que c'est celui-ci. Donc, faites entrer. Alors maintenant, il faut partitionner. Alors, évidemment, les gens de Windows, ils n'ont pas l'habitude de partitionner, ils n'ont pas l'habitude de faire tout ça, parce que tout se fait quand vous avez acheté votre PC. Alors, on va créer des partitions. D'accord? Alors, pour éviter de vous prendre la tête et de faire des cours très compliqués sur la partition sous Windows, on va faire très simple. On va faire tout sur une partition, recommandé pour les débutants. Ça tombe bien, on est des débutants, donc on prend tout sur une partition, recommandé par les débutants. Pour ceux qui seront un peu expérimentés, moi je vous conseillerais de faire une partition séparée home. D'accord? On va créer deux partitions sur disque dur, une qui contiendra le système et une qui contiendra vos données. D'accord? Donc le fait d'avoir séparé les données du système, et ben quand on réinstalle un système, comme les données sont séparées du système, on n'installe que le système et non pas, on ne perd pas les données. D'accord? Mais là, bon, on va pas se prendre la tête avec ça. On va tout mettre dans une seule partition. N'oublions pas qu'on est dans un système virtuel. C'est un système qui ne va pas perdurer. C'est juste pour un temps, pour faire des essais, pour faire quelques petits programmes. D'accord? Ensuite, cette machine va disparaître. Donc, on fait tout sur une partition à la mode débutant. On fait entrer. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, il nous propose ceci comme choix. Il va créer deux partitions. Une partition de 83,8 Go, qu'on appelle la partition racine. Donc, vous voyez ce petit symbole-là. En gros, vous aurez le système d'exploitation dessus. D'accord? Et donc, allez en Extended 4. Vous, Windowsien, vous êtes en NTFS. Donc là, c'est une autre façon de gérer les partitions. Et il va aussi créer une partition nommée swap de 2 Go. Donc la partition swap, elle est là en aide à la mémoire, quand il n'y a plus de mémoire, et bien pour ensuite utiliser encore malgré tout de la RAM, et bien on va utiliser un peu de disque dur pour venir en compensation de la mémoire RAM. Donc en général on donne autant de RAM en swap, on donne autant que la RAM. Donc il y avait 2 Go de RAM, il va prendre 2 Go de swap. D'accord ? Voilà, eh bien, on va dire que terminer les partitions et appliquer les changements. Eh bien, c'est parti, on fait OK. Alors, si vous souhaitez les modifications affichées seront affichées, donc tel que, il va faire quoi? Donc, si vous dites non, il s'arrêtera là. Si vous dites oui, il va maintenant formater, comme vous mettez une clé USB, bah parfois il faut la formater, vous la formatez en général en FAT32. Et bien ici sous Linux, on formate en général en Extended 4 ou en BTRFS et on va créer un swap. Donc je dis oui, donc je change ici, je dis oui, change les choses, enfin impose un partitionnement tel qu'un décrit dessus, donc un partitionnement en route en Extended 4 et en swap, bon swap. Oui. Donc il va formater les partitions. Et là, maintenant, il est en train d'installer la base de votre système. Donc il installe le système de base, tout simplement. Donc il récupère des logiciels qui sont compressés dans l'image ISO, d'accord? Et ces fichiers compressés, il les décompresse et il les installe sur votre disque dur virtuel. Là, il installe les locales. Et là, il est en train d'installer le noyau. Donc sachez qu'on a un noyau 4.9. Donc c'est un noyau Linux LTS, donc il va être supporté sur le long terme. N'oubliez pas que n'oubliez pas, je vous l'ai peut-être pas dit, la Debian a une durée de vie en grosso modo de 2 ans. D'accord? Donc la durée de vie du Debian, c'est à peu près 2 ans. Donc elle va supporter le même noyau sur les 2 ans. Donc ils ont opté pour un noyau qui va être supporté également sur un long terme. Donc ils ont pris un noyau 4.9 dit LTS. Alors, est-ce que l'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter le logiciel? Donc, en gros, est-ce que vous donnez l'autorisation à ce qu'il aille chercher des logiciels sur le réseau? Évidemment. Alors, pour aller plus vite, il a des demeures beaucoup de serveurs. Donc, il y a des serveurs Debian répartis dans la planète. Pour qu'il aille plus vite, il vous dit, est-ce que vous voulez qu'on récupère des images, ou des archives, ou des logiciels, si vous voulez, en France, sur un serveur français? On est un peu logique, on dit oui. Et là, il faut faire un choix de serveur. Donc, si vous hésitez, prenez le premier, c'est très bien. Donc, on risque d'être un peu embêté parce que si tout le monde prend le premier, bah, le serveur il va être un peu encombré, mais bon, là, ça va le faire. Alors, sauf si, voilà, vous êtes à Nantes, bah, vous prenez Nantes Université. Bref, vous voyez, il y a énormément de serveurs répartis en France. Donc, nous, on va faire simple, on va prendre le premier.
Est-ce que vous avez un proxy? Non, on n'a pas de proxy. Allez, go. Donc on fait rien du tout, on fait entrer. Et là, il est en train de continuer à installer. Donc il a été chercher 6 fichiers sur Internet et qu'il est en train d'installer actuellement. Donc vous voyez, l'installation est très simple, hein. Alors à l'époque, dans les toutes premières des Debian ou GNU Linux, les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Alors là, est-ce que vous voulez donc il y a un sondage, les gens ils aiment bien savoir quels sont les paquets utilisés, quels sont ceux qui ne sont pas utilisés. Est-ce que vous laissez l'autorisation à faire des statistiques? En gros, est-ce que vous voulez qu'ils disent aux gens quels sont les paquets qui sont utilisés? Non. Alors voilà. Donc par défaut, il va vous installer ceci. Donc l'environnement de bureau Debian, c'est une évidence, j'installe une Debian. J'ai choisi d'installer une XFCE, mais vous voyez, là, rien ne m'empêche maintenant de, par exemple, de choisir un bureau GNOME, et du coup, il ira chercher via Internet dans ce qu'il a besoin pour installer GNOME, d'accord? Ou KDE, ou Cinnamon, ou LXDE, ou Mate. En Mate, c'est le bureau actuellement que j'utilise. Mate, c'est un fork, encore une fois, en Linux, il y a beaucoup de forks, hein. C'est un fork de GNOME 2, hein, parce que GNOME 2 reposait sur une autre façon de gérer le bureau, bref, et donc GNOME 2 est passé en version 3, et beaucoup d'utilisateurs ont trouvé choquant la nouvelle façon de gérer le bureau par GNOME 3. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris la source de GNOME 2, ils ont fait un fork qui s'appelle Mate. Donc Mate, c'est le bureau actuellement que je dispose, donc vous voyez ici, le bureau Mate, donc il y a trois menus ici, les applicatifs, donc les programmes qui sont installés, ici les emplacements, les différents emplacements que j'ai, et pour mettre mon système, pour paramétrer mon système. Voilà, grosso modo. Donc là, on va laisser tel que c'est. Est-ce qu'on peut enlever le serveur d'impression? Si vous n'avez pas l'occasion d'utiliser d'impression, on peut l'enlever. Moi, je vais le laisser. Ça mange pas de pain. Est-ce qu'on peut aussi installer des serveurs SSH? Bref. Donc là, vous laissez le système par défaut ce qu'il est. Sauf si vous voulez définir un autre bureau que XFCE, ce qui n'est pas le cas. Donc nous on va faire OK, continuer. Et là il va télécharger, donc il a récupéré 1186 fichiers. Donc en gros, on l'a autorisé à chercher sur internet des fichiers. Et bien de fait, il va chercher les fichiers les plus récents. D'accord? Donc de fait qu'il a les fichiers les plus récents, on aura moins de mises à jour à faire. Donc si vous prenez un DVD avec des logiciels anciens, quand vous allez l'installer, il y a des logiciels anciens. Donc il faudra faire une mise à jour. Donc du coup, il faut qu'il aille chercher sur Internet les mises à jour. Et bien là, à l'installation, automatiquement, il va chercher les paquets les plus récents. Donc on aura moins de mises à jour. Mais il y a une utilisation du réseau. Donc il faut que votre connexion Internet soit optimum. Donc là, il est en train de finir l'installation. Donc vous voyez, ce n'est pas difficile. L'installation n'est pas difficile. D'accord? Alors il y a des distributions qui sont encore plus simples à installer, hein, et puis d'autres un peu plus difficiles. Donc une Arch Linux, c'est pas aussi simple. Il y a énormément de choses à configurer, quoique les choses évoluent un petit peu aujourd'hui. Ah bah, le propos de Manjaro, c'est de rendre l'installation d'une Arch Linux un peu plus simple. Donc il y a des installateurs comme Calamares par exemple, qui vont aider l'utilisateur dans l'install de son système d'exploitation. Encore des choses, donc là il prépare, il installe, il fait sa petite tambouille. Alors évidemment, en fonction de votre disque dur, en fonction de votre machine, ça peut être plus ou moins long. En fonction de votre connexion internet, ça peut être plus ou moins long. Donc là il est en train d'installer des petits utilitaires, j'ai vu passer zip, nzip, choses qui doivent connaître, que vous devez connaître directement. VLC, bon voilà, des choses que vous avez connues aussi, ça. En VLC, un lecteur de vidéo, il va installer les plugins, certains. CCP, d'accord. Events, un système pour lire les PDF. Firefox, un navigateur internet en ESR. Donc Firefox, c'est le navigateur par défaut. Également en version ESR. Pensez que la Debian, c'est une distribution qui est à long terme. Donc en gros, tous les 2 ans, il y a une nouvelle version qui apparaît. D'accord? Les paquets ne vont pas bouger énormément d'une version à l'autre. D'accord? Debian, c'est la stabilité. Stabilité dit on ne change pas trop les logiciels, on laisse les logiciels tels qu'ils sont dans leur version. Par contre, on fait la chasse aux bugs et aux failles de sécurité. D'accord? Eh bien, Firefox, ils ont choisi également d'installer une version dite à long terme ESR. Mais rien ne vous empêche d'installer d'autres navigateurs, par exemple Chromium,
Alors dans une prochaine vidéo, on verra comment installer les additions invitées. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une addition invitée et comment un peu mettre en place un nouveau look, comment on va le transformer un petit peu le XFCE pour rendre un petit peu plus joli, un petit peu plus moderne. Et on installera tous les outils pour faire de la compilation SDL. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là, à la fin de l'install, on va juste lancer des mises à jour, voir s'il y a des mises à jour à faire, et s'il y en a, on les fera. Et dans une prochaine vidéo, on va un petit peu transformer un peu notre XFCE là pour le rendre un peu plus. Je vais vous montrer que c'est un bureau malgré tout simple, mais très très malléable. On peut le rendre, on peut lui donner le look qu'on désire, assez facilement. Et on installera aussi les outils pour faire de la programmation SDL. Donc on installera les compilateurs, on installera Jenny, on installera les différentes bibliothèques SDL en 1.2. Donc l'IDM, voilà, qui est en train de s'installer. Donc je vous montre. Alors l'IDM, c'est l'écran de connexion de XFCE. Il installe Python, c'est peut-être des choses qui vous parlent, hein, le langage Python. Donc on a quasiment fini. Encore du Python, NTFS, donc là ce sera pour, grâce à ce NTFS 3, on aura accès à des partitions Windows. On pourra aller, par exemple, si vous mettez un disque dur formaté Windows, Debian le verra parfaitement bien, alors que le contraire n'est pas vrai. Hein. Si vous formatez un disque en XT4, si vous mettez sous Windows, Windows ne le verra pas. D'accord. Donc là il nettoie ses petits paquets, là. Il fait sa petite tambouille terminale, là. Et théoriquement, il doit me donner la main. Donc là, il installe Grub. Voilà, il est en train d'installer le programme Grub. Alors, est-ce qu'il veut. Alors, parce que Grub, on peut l'installer. Si vous avez plusieurs disques durs, on peut l'installer où on veut. Est-ce que vous voulez qu'il installe Grub? Déjà, oui. Est-ce que vous voulez qu'il soit installé sur le système d'exploitation? Évidemment. Donc, oui. Si on ne met pas de Grub, on ne pourra pas démarrer le système. Donc, on va mettre oui. Voulez-vous qu'il soit installé sur le premier disque dur, sur le deuxième disque dur? Là, j'en ai qu'un. Donc, si vous avez plusieurs disques durs, plusieurs répertoires, on peut installer Grub dans un répertoire bien stipulé, spécifique. Bon, ici, le choix est simple. On a un seul disque dur. Donc, on va dire oui. Donc, Grub va nous permettre de démarrer le boot du système. Donc là, il termine l'installation. Il a mis en place le sudo. Parfait. Donc là, volontairement, je n'ai pas créé de mot de passe pour root, d'accord, volontairement. On verra qu'on peut après, je vous montrerai comment configurer root. Donc par défaut, TUC, donc l'utilisateur aura à demeure un droit sudo. Donc il pourra via sudo, donc il va dire à l'OS, donne-moi l'autorisation 2 via sudo. L'OS lui donnera ses autorisations. Il pourra écrire dans des fichiers, lire dans des fichiers, avoir plus de droits qu'un simple utilisateur. D'accord? Et bien l'installation est terminée. Il suffit maintenant de faire continuer. Donc vous voyez, en moins d'un quart d'heure, votre système est installé. Donc là, il va rebooter. Et nous arrivons maintenant sur le Grub. Nous sommes installés une Debian. Donc on va laisser le chose démarrer tout seul. Voilà, il se démarre tout seul. Alors pour l'instant, je ne pourrai pas passer en full screen car je n'ai pas installé un petit programme qui aide votre machine virtuelle, votre système d'exploitation, à lui dire qu'il est dans une machine virtuelle. Là, il pense qu'il est dans une machine réelle. On va l'aider un petit peu en mettant des petits logiciels. Vous voyez, si je fais CTRL F, vous voyez, je ne suis pas passé en full screen, je suis en écran réduit. Donc, on va rester en écran réduit pour l'instant. Il faudra stipuler à votre système OS, là, qui est installé, en fait, tu n'es pas dans une machine réelle, tu es dans une machine virtuelle. Et les gens d'Oracle ont prévu des petits utilitaires pour aider le système à passer après en full screen. Ça, je vous montrerai pour installer les additions invitées. Donc, on va faire quoi? On va se loguer. Donc là, vous êtes en LightDM. Donc, voici un petit LightDM, encore un écran de connexion. Donc ici, pour éteindre la machine, on est bien français. Donc, il a reconnu le clavier français. Donc, tout va être bien de ce côté-ci. Ici, on peut installer plusieurs environnements de bureau. Évidemment, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas obligé d'installer un seul environnement de bureau. Vous pouvez installer GNOME, XFCE, KDE, même si c'est pas déconseillé, mais on peut tout à fait installer plusieurs environnements de bureau. Et ici, il faudra choisir sur quel environnement de bureau, pardon, je bafouille, voulez-vous démarrer la session. Donc là, par défaut, il va démarrer dans XFCE. Donc XFCE, on va lui rentrer l'utilisateur. Je vous rappelle qu'il s'appelle TUC, et on lui masse le mot de passe. Et nous allons arriver dans un bureau. Alors, utilisez les paramètres par. Donc, la première fois que vous démarrez, est-ce que vous voulez un tableau vide ou un truc par défaut? Oh, on va faire un truc par défaut. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas un truc hyper sexe, là. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous. XFCE, brut de coffrage, c'est pas forcément le plus joli, le plus harmonieux. Enfin, ouais. Mais vous allez voir qu'on va le skinner, on va lui changer un peu les choses et on va le rendre le plus sexy possible. D'accord? Donc avant de se quitter, on va lancer une petite console pour voir s'il y a des mises à jour à faire. Alors comment avoir une console? Vous allez ici dans Applications, vous cherchez un terminal XFCE, donc une console si vous voulez, voilà, et vous tapez sudo apt update. Donc je lui demande à l'OS, je vais faire des choses spéciales. Je vais prendre un compte super utilisateur, sudo apt, donc c'est le gestionnaire de paquets de la Debian, update. Il va mettre à jour ces paquets. Donc les paquets, les logiciels sont dans des dépôts, d'accord? Quand vous avez stipulé tout à l'heure France FTTTP, donc vous avez stipulé sur quel dépôt doit se connecter apt pour récupérer ces logiciels. Donc il va faire une mise à jour de ces dépôts dans un cache. Il va mettre en mémoire les logiciels qu'il a par rapport au logiciel présent. D'accord? Comme on demande des droits un peu spéciaux, il demande que vous lui passiez votre mot de passe. Il veut savoir si c'est vraiment vous qui avez rentré la commande sudo apt update. Donc vous lui mettez votre mot de passe. Et là, il est en train de mettre à jour les répertoires propres, donc son cache en gros par rapport à ce qu'il existe. D'accord? Ensuite, pour voir s'il y a des mises à jour à faire, vous faites un sudo apt dist upgrade. Sudo apt dist comme distribution upgrade. Entrée. Il voit des mises à jour. Donc, il y a ici, pardon, je vous laisse faire ça. Les nouveaux paquets suivants seront installés. Il y a un nouveau firmware Linux Free, un nouveau IRQB Alliance, un Linux Image 4.9, en gros un nouvel kernel. Donc on va installer le nouveau kernel. D'accord? Donc tous les jours, des nouvelles mises à jour de sécurité, de nouveaux bugs sont découverts. Donc comme c'est une version testing, il y a des mises à jour quasiment quotidiennement. Donc on va ici décider de remettre à jour, de faire une mise à jour du système. D'accord? Donc vous voyez ce que je fais? Je fais un update. On regarde par rapport à ce qu'on a actuellement et par rapport au dépôt, quelles sont les différences. Il vient de constater qu'il y avait des différences sur ces quelques logiciels-ci. On appelle ça des paquets. Il nous dit maintenant, fais une mise à jour. On lui dit, non, fais une mise à jour. Est-ce que tu veux que je fasse une mise à jour? Oui ou non? On va dire oui, bien sûr. Donc là, de fait, on va mettre à jour le nouveau noyau. Il sera en 4.9 point quelque chose. Ah, il faut que je libère le CD-ROM. Alors, je vais libérer le CD-ROM. Parce qu'en fait, il voit le CD-ROM. En fait, il cherche à être dans le CD-ROM. Donc, on va faire périphérique. On va... Ah, d'accord. Ok. D'accord, on fait CTRL-C. Alors, en fait, je pense qu'il n'a pas viré le CD-ROM des dépôts. Ce qu'on va faire, vous allez rentrer ici, Applications. Vous allez dans Système et vous lancez Synaptic. Donc Synaptic, vous rentrez bien sûr le mot de passe. Synaptic, c'est un logiciel qu'on va utiliser qui va nous permettre de faire la mise à jour, de télécharger les paquets, voilà, de voir quels sont les paquets disponibles et de faire la mise à jour. Ensuite, les amis, vous allez dans Paquets, dans Configuration, Dépôt. Et vous allez décocher. Vous voyez ici le Debian, vous allez décocher. En fait, par défaut, il va regarder, en premier lieu, il va regarder sur le CD-ROM s'il y a les fameux logiciels, d'accord? Et puis après, il ira dans, là, vous décochez Debian, CD-ROM nanana, vous décochez, vous faites OK. Donc là, il n'ira plus dans le CD-ROM, il ira directement dans les paquets via le HTTP, FTP, etc. Donc faites OK. Recharger les dépôts, oui.
Voilà. Donc vous lancez application synaptique, là on peut fermer la chose. Voilà. Et bien là on va faire, alors, au lieu de taper et retaper, vous faites flèche du haut, d'accord, flèche du haut, vous rappelez la fonction qu'il y avait au-dessus, donc sudo apt dist update, faites entrer. Faites OK. Et là de fait, maintenant comme on a enlevé le CD-ROM des paquets disponibles, parce qu'en fait il y a les paquets sur internet, et il y a aussi le CD-ROM. Donc il y a aussi des logiciels sur CD-ROM. Du coup, il pense que il faut qu'il aille chercher les logiciels sur CD-ROM. Donc là, de fait d'avoir décoché la case, eh bien il n'ira plus maintenant sur CD-ROM, il ira directement sur internet. Donc là, il est en train de récupérer et il est en train d'installer le nouveau noyau. Alors, prenez un truc, quand vous installez un nouveau noyau, il est toujours bon de rebooter sa machine pour prendre en compte le nouveau noyau. C'est ce qu'on va faire tout de suite après. Et dans une prochaine vidéo, on va partir de cette base-là et on va transformer un peu XFCE pour le rendre un petit peu plus moderne. Alors, pour rebooter, c'est très simple, vous faites sudo reboot. Sudo reboot. Entrée. Et il va rebooter. J'arrive à nouveau sur Grub. Je ne fais rien, ou vous faites entrer, hein, mais là je le laisse faire tout seul. Il va ensuite lancer systemd, qui met en place les services. Voilà, donc il fait sa petite tambouille, encore une fois. Donc là, par exemple, contrairement à... Voilà, il y a des choses qui sont apparues, donc là, il a mis des choses en place, bon, on n'aurait pas le temps de lire. On arrive sur la connexion via le LikeDM. Là, on va rentrer un nouveau TUC et on va lui rentrer le mot de passe et on va faire entrer. Eh bien, on va aller regarder maintenant quel type de noyau on a. Voilà, donc on arrive maintenant à nouveau dans le bureau XFCE sous une Debian 9 mise à jour. Oh bah tiens, on va aller plus vite, on va cliquer ici, donc je pense que c'est le terminal, voilà. Et pour avoir le noyau, vous tapez les commandes uname espace -a. Vous êtes maintenant sur une Debian Linux XFCE. Le noyau est de la version 4.9.25. Il a été compilé le 2 mai 2017. D'accord? Et vous avez un système 64 bits sous processeur Intel. Merci de votre écoute et à très bientôt.